voir en si grand nombre ici ce soir. Merci d'avoir répondu à cet appel qu'on trouvait très important à la gouvernance au féminin, d'élargir le discours au-delà de la diversité homme-femme dont on parle depuis très longtemps. On répète aussi souvent que la diversité des origines est également importante dans un processus de prise de décision autour d'une table de conseil d'administration. Il faut qu'on reflète la société. Et donc, à une période de montée du populisme, d'élections un petit peu étranges qui se passent un peu partout, on remercie les Français d'avoir pris la bonne décision hier. Eh bien, évidemment, la décision de tenir cet événement ce soir était avant ces élections-là et à un moment où on craignait le pire. Et je me suis dit qu'il faudrait qu'on montre des modèles super positifs comme les trois personnalités que nous avons ici sur scène ce soir pour parler de l'apport au Québec et au Canada. Juste une petite note au sujet de l'Ordre du Canada que Aldo Bensadoun a reçu. Il a également reçu l'Ordre du Québec, donc très bien accueilli par la province comme par le pays. Donc, notre objectif, je pense, a été atteint avec trois continents différents, trois secteurs, le monde corporatif, le monde entrepreneurial et le monde des arts et de la culture. Maintenant, je vais demander à chacun de nos trois panélistes, en une minute ou deux, de vous exposer leur vue par rapport à l'importance de la diversité au Québec. Ensuite, on va entrer dans une discussion de panel que je vous promets va être assez énergétique et animée. Et par la suite, on aura une petite période de questions-réponses. Il y aura un micro dans la salle. Alors, commencez déjà à penser à ce que vous pourriez vouloir faire comme poser comme question. Donc, commencez par vous, Monsieur Bensadoun, si vous voulez nous partager un petit peu votre vision de la diversité au Québec, personnelle. Je pense que c'est pas normal que ça commence par moi. Je pense que je savais que vous alliez dire ça. Ah ouais, ben c'est très bien alors. Ben, c'est une bonne idée. Hein, n'est-ce pas? Ouais. C'est une bonne idée parce que Kim, elle va nous partir. C'est parce que si je commence, j'arrête plus. Ah, c'était mon inquiétude. Si vous me donnez le micro, c'est fini. On reste ici jusqu'à minuit. Je me suis mise d'accord avec le monsieur là-bas quand je me suis dit ton micro est coupé. Alors je vais me sacrifier, Caroline. Allez, ça va être beaucoup plus simple. Parce que parler après ces deux monuments, ça va être vraiment difficile pour moi. D'ailleurs, c'est la question que je me suis posée en fait quand Caroline m'a appelée, c'est que je me suis dit mais que vais-je faire, que vais-je pouvoir dire face à effectivement ces deux réussites formidables à la fois culturelles et économiques au Québec. Et donc je me suis dit, qui suis-je pour venir sur ce plateau et sur ce panel? Dis-nous qui tu es. Et donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi Caroline m'a-t-elle appelée? Est-ce que c'est pour représenter la France au Québec? Et donc c'est effectivement une diversité, mais une minorité assez bien représentée. Ou est-ce que c'est pour représenter les femmes dans la finance? Parce que c'est aussi une autre forme de diversité. Ou est-ce que c'est parce que je suis le seul directeur financier à porter des chaussures jaunes? Je me suis aussi posé cette question. Et puis je me suis dit, d'abord, la première chose, c'est qu'on ne peut pas dire non à Caroline. Donc je me suis dit, je dois dire oui. Et puis la deuxième chose, je me suis dit que c'était aussi pour moi de rendre un hommage à deux hommes audacieux qui m'ont conduit ici. Et le premier homme audacieux, c'est Daniel Fournier, qui est le CEO d'Ivanhoe Cambridge, et qui est venu me voir en mars 2015 à Paris, et qui, à l'issue d'une soirée qui a commencé à 18h30 et qui s'est terminée à minuit 30, alors que mon mari me textait « Mais je croyais que tu ne connaissais pas ce monsieur ?» qui s'est terminée par « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec ta famille au Québec ?» Et donc voilà, tout est parti comme ça, et comme c'est un homme extrêmement convaincant et extrêmement talentueux, je suis rentrée à minuit et demi et j'ai dit à mon mari, je crois qu'on m'a proposé un job à Montréal. Et donc là, vous avez maintenant fait la connaissance de ce deuxième homme audacieux qui a été mon mari, qui a dit, pourquoi pas, allons-y, ce sera une fantastique aventure familiale. Et donc c'est grâce à la vision de ces deux hommes que je suis arrivée ici, et la vision de ces deux hommes, elle est très importante sur le plan de la diversité, puisque Daniel a pensé que les bonnes pratiques, elles étaient internationales, et que donc brasser des idées dans une maison, certes Ivanhoe Cambridge, qui est une maison très internationale, mais dans un contexte, comme vous savez, extrêmement québécois, qui est celui de la Caisse, qu'une petite Française pourrait avoir la lourde responsabilité de contribuer à la gestion des fonds des retraités québécois. Donc je trouvais que c'était extrêmement innovant, mais il avait cette idée qu'effectivement, brasser des idées, voir ce qui se passait ailleurs, pouvait apporter. Et moi, je venais d'un monde dans lequel j'étais dans la Caisse des dépôts française, qui sait faire des choses différentes, mais qui a des noms assez similaires. Donc voilà. Et puis la
deuxième chose, et c'est à mon avis ça aussi le sens de la diversité, c'est d'avoir un homme qui était assez avant-gardiste pour se dire, eh bien écoute, c'est ton opportunité, si ça avait été la mienne, tu réagirais de la même façon, et donc on y va tous. Et donc moi je suis aussi dans une diversité familiale, puisque je suis la seule femme au milieu de 4 hommes, puisque au-delà de mon mari, j'ai 3 fils, et donc je sais aussi ce que c'est que d'être en minorité. Voilà. Excellent, Nathalie. Alors, on va laisser Kim pour la fin, parce que... C'est ça, exact. Je viens juste de remarquer les chaussures qu'il porte. Oui, je dois dire qu'elles sont... J'en ai pas vu souvent des comme ça. Hein? Waouh! C'est un étudiant des Flouvogues. Ah, mais je le connais. Oui, je le connais. Oui. Il est très gentil. Oui. Non, très mais je bien. voulais porter un de vos souliers, sauf qu'aujourd'hui, j'avais pas les souliers qui vont avec cette robe qui ressemble à une tapisserie. Ah. Donc, c'était très difficile de trouver quelque chose. OK. Dans mon cas, la diversité, c'est... je dois vous dire, j'ai jamais pensé à la diversité. Je pense... J'ai jamais essayé, ou j'ai jamais voulu, ou j'ai jamais travaillé pour avoir de la diversité dans l'entreprise que nous avons. Je crois que c'est plus une question de mentalité, de la manière dont on a créé l'entreprise, où pour nous, la race, la couleur, la personne où on vient, ça n'a absolument rien à voir. Et je crois que c'est arrivé, c'était une excellente chose, parce que je dois dire, c'est grâce à cette diversité que nous avons pensé à aller à l'international, dans le sens qu'on s'est dit, mais si on arrive à servir des gens qui viennent d'Amérique du Sud et qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de France, qui viennent d'un peu partout dans le monde, et que ces gens-là travaillent à construire et à dessiner ces chaussures, pourquoi ne pas offrir ces chaussures dans les pays d'origine de ces gens-là? Donc on s'est senti beaucoup plus à l'aise d'ouvrir ces magasins dans tous ces pays-là. Vous savez que pour moi la diversité n'était pas, on me suis jamais dit, ou personne dans l'organisation a commencé avec une feuille blanche et de dire, bon, eh ben, la diversité, c'est une chose qu'on doit accomplir. Même à l'heure actuelle, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et alors là, on devient un peu plus fancy, vous savez. Vous savez qu'il y a plus d'analyses qui se font. Vous savez que là, avec Valérie, elle m'a dit combien qu'on avait de personnes qui étaient féminins, qui venaient du Congo, qui venaient de je ne sais pas quel autre pays. Mais au début, on ne le savait pas. C'est venu naturellement. Et je crois que c'est une excellente chose. C'est excellent. Et maintenant, au moins, vous suivez un petit peu l'évolution, les origines, hommes-femmes, etc. Exact. Excellent. Mais je dois vous dire également que je ne me sens pas du tout dépaysé ici, parce que chez nous, nous avons 70%, c'est des femmes. Oui. 70%. Et vous me disiez que vous aviez la parité dans votre comité aviseur aussi, plus ou moins, oui. Pas loin d'eux. Oui. Donc, jusque les organes décisionnels. Donc, c'est excellent. Kim, quelques mots de ta part. Moi, je vous dirais que je n'avais pas pensé à la diversité jusqu'à ce que je voyage énormément pour le livre. Et parce qu'on me présente toujours comme étant parfois québécoise, parfois canadienne, parfois vietnamienne, alors que le livre n'existe pas au Vietnam. C'est assez... Parce que, comment vous dire, les maisons d'édition vietnamiennes nous ont contactés et tout ça pour le publier, mais il y a encore des parties qui sont censurées au Vietnam, donc le livre ne peut pas être publié au Vietnam, mais pour les prix et tout ça, je sais pas, on aime bien mettre à côté Vietnam. Donc, je deviens multiple avec l'écriture, mais je vous raconte une expérience et vous allez voir comment, en fait, moi, je nous félicite, nous, ici au Québec, parce que c'est très naturel. On n'y pense pas à la diversité parce qu'elle est intégrée dans notre quotidien. Et j'étais invitée à Saint-Malo. Je venais juste de sortir le premier livre. J'étais sur scène avec un auteur français qui a écrit 100 livres. Je ne sais pas, juste pour trouver 100 titres. Je ne sais pas comment il fait pour... mais donc, j'étais à côté d'un icône culturel français. Et de l'autre côté, c'était Dany Laferrière.
Hein? Et c'était tout de suite après le tremblement de terre. Donc, dans la salle, il y avait 500 personnes. Et moi, j'étais, je sais pas, une décoration. Je sais pas trop pourquoi j'étais invitée là, parce que j'étais pas du tout du même calibre. Et là, Danny Laferrière était très généreux. Il commençait à me lancer des fleurs et tout. Et là, j'ai regardé le public. Je dis, mais vous savez pourquoi il est aussi élogieux envers mon livre? C'est parce que nous venons du même pays. Et vraiment, spontanément, j'ai dit ça. Et dans la salle, ils étaient dubitatifs. Comme un doute. Ils ne comprenaient pas si c'était une blague ou c'était pas. Et là, moi, j'avais pas compris. Et donc, je pensais que c'était Danny Laferrière qui faisait des grimaces, des faces envers le public. Alors, je l'ai regardé. Et là, en le regardant, j'ai réalisé qu'il était tout noir et noir. Et là, en le voyant en noir, j'ai réalisé que j'étais toute asiatique, toute jaune. Là, j'ai fait « Oh! Oui, on vient tous les deux du Québec, mais vraiment, comme premier réflexe, on n'y pense pas à cette diversité-là. » Et vous voyez, quelques années plus tard, je suis retournée encore à Saint-Malo, j'étais invitée là, et à Saint-Malo, on a une maison du Québec. C'est magnifique, si jamais vous passez par là, de visiter cette maison-là. C'est une maison de culture, littérature, tout ça, il y a beaucoup d'événements. Et durant le festival, la Maison du Québec est très, très fréquentée. Et vraiment, les gens se fâchaient parce qu'il ne restait plus de place. Il fallait qu'on ouvre les fenêtres pour qu'ils puissent nous entendre quand même. Et j'ai réalisé, en m'asseyant là, que sur le panel, il y avait Danny Laferrière, qui est d'origine haïtienne. Il y avait Maya, là, je suis désolée, son nom de famille m'échappe, bosniaque. Il y avait moi. Et il y avait un Québécois pur laine, Éric Plamondon, mais qui vivait en France, dont il parlait avec un accent un peu français. Et on représentait la littérature québécoise. Et ça, au tout début, en introduction, on nous a présenté en tant qu'auteur québécois, mais on ne s'était jamais posé la question qu'on était aussi diversifiés. Et à la fin, on était vraiment fiers, en fait, je vous dirais, quand on a fait le bilan, on dit non, mais on est un peu étrange comme panel, mais en même temps, c'est le Québec. Très réussi. Oui, et donc je pense que, comme vous, je crois que c'est tout naturel. On n'a pas à vraiment réfléchir. Oui. Mais Nathalie, toi, tu es la plus fraîche arrivée. Ça fait ça fera 2 ans. Ça fera 2 ans en juillet. Ça va faire 2 ans en juillet. Justement, tu arrives de la France où la diversité pose peut-être un petit peu plus de problèmes. On est en train de parler jusqu'à quel point ici on a réussi à s'intégrer avec aisance, même si certaines personnes parfois peuvent trouver que c'est plus difficile. Je pense qu'avec le travail et l'acharnement, on arrive à tout surmonter. Comment tu pourrais comparer justement l'immigration en France avec la situation ici? Alors moi, ce que j'ai ressenti, d'abord, c'est une sorte de climat de bienveillance et une énergie positive que je pense malheureusement on a perdu en France un peu récemment, et les résultats des élections, s'ils sont heureux à la fin, sont quand même passés par un certain nombre de... c'est un peu les élections du désespoir, hein, donc, qui montrent bien qu'il y a quand même un vrai phénomène de société auquel on a à faire face en France. Et donc, moi je suis partie en paix avec la France, hein, puisque je ne quittais pas la France, enfin je ne la fuyais pas, mais j'ai trouvé vraiment ici beaucoup plus d'énergie, de bienveillance. Je l'ai dit d'ailleurs assez rapidement, j'ai reçu à peu près en 5 mois plus de compliments qu'en 25 ans de carrière avant. Donc c'est là où je dis, il faut que je relativise aussi par rapport à ça. Mais il y a une forme de bienveillance, de regard rafraîchissant, d'énergie, qui est, je pense, vraiment très proche et très propre à cette ville, qui est ultra cosmopolite. Et je dis toujours, moi en France, quand on me parle du Québec, je dis toujours, on ne se sent jamais étranger. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais fait remarquer que j'étais étrangère. C'est-à-dire qu'on entend évidemment assez rapidement que je suis parisienne, mais les gens prennent ça plutôt comme quelque chose de positif et pas du tout comme une forme de suspicion ou comme si j'étais venue leur voler quelque chose. Et donc ça, moi je l'apprécie beaucoup, mes enfants l'apprécient énormément, et donc il y a un vrai facteur d'épanouissement qui est lié à ça dans ce pays. Je pense aussi d'ailleurs, même si je sais que tu es très militante sur le sujet de la gouvernance des femmes, et qu'il y a probablement encore beaucoup à faire, on en a aussi nous-mêmes notre propre chemin chez Ivanhoé, mais
mais je trouve qu'il y a quand même une ouverture a priori plus importante qu'en France, qui est liée au fait probablement que les choses sont plus institutionnalisées, un peu plus sclérosées de ce point de vue-là, parce que c'est pas seulement que les hommes cooptent des hommes, c'est que les hommes cooptent des gens qu'ils connaissent. Et donc, exactement. Et donc, de ce fait, très vite, on a tourné, parce que c'est un sujet sur lequel moi aussi je suis très militante, très vite, on a tourné, en particulier dans les conseils d'administration français, avec à peu près les mêmes hommes qui faisaient tous les conseils d'administration du CAC 40. C'est pour ça qu'au départ, je n'étais pas pour les quotas, parce que je pensais que ce serait plutôt un frein que d'imposer des femmes qui n'auraient pas été légitimes. Et je pense malheureusement qu'il n'y aura pas d'autre choix pour faire bouger les choses, parce que ainsi, ça a obligé les hommes à se dire, il y a peut-être ailleurs que dans notre cercle habituel des compétences, des savoir-faire, et j'espère que maintenant on sera coopté, pas seulement parce qu'on est des femmes, mais parce qu'on a contribué effectivement avec un autre point de vue, d'autant que vous l'avez peut-être vu, mais il y a de plus en plus d'études qui maintenant arrivent à rationaliser le fait que la diversité des femmes dans les comités exécutifs, dans les conseils d'administration apporte plus de performance. Donc voilà, donc je pense qu'on milite, en tout cas moi j'essaie de ne pas militer seulement pour moi-même, mais de militer surtout pour les générations futures, et moi j'ai trouvé beaucoup d'ouverture de ce point de vue-là ici. Oui, alors beaucoup d'ouverture de ce point de vue-là, et par contre, il faut quand même dire que la France a la loi des quotas et pas le Canada. Donc en France, 2017, 40% de femmes dans les conseils et ils ont presque atteint leurs chiffres. Ici, on en est encore à, vous le savez, la plupart d'entre vous venez à tous nos événements. C'est quoi le chiffre pour le Canada? Quand même, un petit peu plus que 11. Pas beaucoup plus. Oui, c'est 15,9%. Alors 15,9% au Canada en 2017 de femmes dans les conseils d'administration. Si vous entendez 20%, parce que certains positifs disent 20%, il s'agit du TSX 60, donc les 60 plus grosses entreprises du Canada. Ce n'est pas représentatif de notre société. Alors tant mieux, moi aussi je suis quelqu'un de très optimiste et positif, mais il faut être aussi réaliste. Et c'est 15,9 le vrai chiffre, mais on perd pas espoir d'avoir des quotas. Mais en attendant, moi je vais quand même vous parler pour ceux d'entre vous qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Qui suit sur les réseaux sociaux ici? La gouvernance au féminin, Caroline Cotzy, ouais, quand même. La majorité, c'est bien. Les autres, suivez. Eh bien, on a lancé un défi à Justin Trudeau. En fait, la semaine dernière, je lui ai remis la lettre en main propre parce qu'on lui avait déjà lancé le défi au mois de novembre et puis il n'a pas encore vraiment été de l'avant. Ce défi consiste à demander à notre Premier ministre d'écrire à tous les présidents de conseils qui n'ont aucune femme autour de la table. Et c'est 40% des conseils d'administration au Canada n'ont même pas une femme. C'est intolérable. Alors, quand je suis allée à Londres au mois d'août de l'année dernière, j'ai rencontré des proches de David Cameron qui m'ont expliqué que David Cameron a lui-même écrit au président de conseil et que, c'était il y a quelques années, en l'espace de 5 ans, ils ont doublé. Ils sont passés de 13% à 26%. Donc, ça fonctionne. Alors, si on peut, voilà. Eh bien, je vais t'aider. Donc, ce sera mon apport à la diversité. Eh bien, merveilleux. Et puis, tweetez tous à Justin Trudeau, relever le défi, signer les lettres, etc. Kim, ce que je voulais te dire que le Conseil des arts du Québec, on est parité. Bon, ben c'est merveilleux. Et on aime les bonnes nouvelles. On a autant de... Là, j'essaie de compter vite, mais je pense qu'on est vraiment moitié-moitié. Donc, dans les arts, je pense qu'on est... Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits aussi dans le milieu du cinéma, l'ONF à la parité, comment ça s'appelle, les acteurs, ils ont leur propre association. L'Union des artistes, etc., qui ont mis beaucoup d'emphase là-dessus. Mais c'est important que le monde corporatif emboîte le pas parce que ça représente quand même, surtout les grosses et les trop grosses entreprises, des dizaines de milliers d'employés. Là, je t'ai coupé. En fait, moi, j'avais une question pour toi, Kim, parce que justement, on parlait des différences entre la France et le Canada. Et effectivement, il y a une autre différence, moi, qui m'a marquée en arrivant ici au Canada, c'est jusqu'à quel point on peut avoir des chances de changer complètement de secteur. Alors toi, tu as été traductrice, tu as été en droit, tu as été restauratrice, tu as eu une chronique culinaire, tu es devenue une référence culturelle avec tes livres, tu touches à tout. Est-ce que tu penses que c'est ici que tu as pu avoir cette chance-là? Parce que je pense qu'en France, ça n'aurait peut-être pas été aussi... C'est le Québec qui nous donne cette liberté-là. Ouais. Et je vous raconte une autre histoire. J'étais invitée par le gouverneur général, David Johnston, de faire partie d'une visite officielle en Asie du Sud-Est. Donc, on faisait la tournée de je ne sais plus combien de villes, mais quelques villes en Asie du Sud-Est. Et la première ville, c'était en Malaisie, à Kuala Lumpur.
Et je vous dirais, la première fois que je suis arrivée en Malaisie, c'était en tant que réfugiée, dans un bateau surpeuplé et tout ça. Et la deuxième fois que je suis retournée en Malaisie, c'était avec cet avion du gouvernement et on descendait avec la aide d'honneur malaisienne qui jouait l'hymne national canadien. Et vous savez, quand on doit refaire sa vie ou quand on a la chance, en fait, de refaire sa vie, on est toujours en rattrapage. Moi, je suis arrivée à l'âge de 10 ans, j'ai encore l'impression que je suis en retard de 10 ans. Et quand on court, on n'a pas la chance de regarder en arrière parce que sinon, on tombe. C'est impossible physiquement, même de courir en regardant en arrière. Et je vous dirais que dans la vie, en général, pour moi, c'est ça. Je ne peux pas regarder en arrière. Et l'avantage que j'ai, c'est que le vietnamien n'a pas de temps de verbe. C'est toujours à l'infinitif. Donc, ça vous permet de jamais regarder en arrière. Vous ne savez pas où est le passé, où est le futur, tout est là. Et d'ailleurs, le français est extraordinaire, il y a un futur antérieur. Donc, est-ce qu'en français, le temps est séculaire? Je me dis, c'est vraiment une richesse que la langue française a, que le vietnamien n'a pas. Et en plus, le français a le subjonctif que le vietnamien n'a pas. Et donc, on n'a jamais deuxième option. Le plan B n'existe pas. C'est un scénario. Il n'y a pas de si j'avais ça, j'aurais été... Non, t'es là, tu fais avec ce que tu as. Et donc... bref, j'avais jamais pensé, j'ai eu la chance de retourner travailler en Asie, tout ça, j'ai visité un petit peu, mais la Malaisie ne faisait jamais partie de cette liste-là par pur hasard. Je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, c'était pas là. Et là, donc, le premier retour en Malaisie, c'était avec le gouverneur général, et on était reçus par le roi de la Malaisie, parce que notre gouverneur général est le chef d'État officiellement, et donc, on arrive là et on m'a assise à côté du juge en chef de la Cour suprême de la Malaisie. J'ai l'air un peu juvénile parce que je niaise trop, qu'on me mette à côté d'un monsieur très sérieux. Et donc, je dis, mon Dieu, je ne sais pas de quoi je vais pouvoir parler et tout. Il y avait ma bio, donc il commence à me poser la question. Il dit, alors comme ça, vous avez été avocate. Vous êtes avocate. J'ai dit non, j'ai arrêté de payer le barreau, c'est fini, je suis plus avocate, non. Oui, mais vous avez travaillé, blablabla. J'ai dit oui, mais 5 ans, en corpo, donc je peux pas vraiment... Là, il dit, bon, écoutez. Puis là, il relit encore, il dit, dites-moi, comment est-ce que vous vivez dans le quotidien la dualité entre les deux systèmes de droit, le droit civil et la common law? Alors, je m'en souvenais plus de mon cours, là. Alors, je regarde et je dis, vous savez, dans le quotidien, on ne ressent pas du tout la dualité. Mais c'est vrai, on ne ressent pas du tout, à moins d'être dans la cour. Et donc, il a relu ma bio, puis il dit, alors, quel est votre rôle dans cette délégation? Parce que là, elle commençait à douter de ma présence. Elle dit, c'est une imposteur et tout ça. Et là, je ne savais pas c'était quoi mon rôle. Il n'y a personne qui m'avait expliqué c'était quoi mon rôle. Donc, je dis, j'ai aucune... Alors, il fallait inventer une réponse. Donc, j'ai inventé une réponse. J'ai dit, écoutez, on est 8 délégués officiels et je suis la femme des 8. Et deuxièmement, je suis la minorité visible des 8. J'ai dit là, en Asie, ça paraît pas trop que je suis une minorité visible, mais au Canada, oui, je suis visible. Je suis la francophone des 8. Et je suis comme art culture, parce que j'ai écrit un petit livre. Là, maintenant, je suis dans cette catégorie-là. Et puis, en dernier, au Canada, vous savez, il faut remplir tous ces critères-là. Et il y a aussi le critère handicap. Et j'ai dit, moi aussi, j'ai un handicap. J'ai dit, je suis plus petite que tout le monde. Je suis height challenged. En tout cas, donc, le Canada sauve beaucoup d'argent en m'ayant dans la délégation. C'est une chambre d'hôtel au lieu de 5. Hein? C'est bon, ça, en finance. Une bouche à nourrir au lieu de 5 et tout ça. Donc, j'ai dit, oui. Donc, j'ai dit, c'est pour ça que je suis invitée. Et, mais j'ai pas d'autre rôle. Et le pire, c'est que le lendemain, on avait un post-mortem et j'ai expliqué à l'équipe et au gouverneur général, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si ça va vous rebondir, mais j'ai dit ça.
au juge de la Cour suprême. Et tout le monde a ri beaucoup, mais personne ne m'a donné plus de rôle. Donc, je pense que c'était ça mon rôle, c'était la bonne réponse. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question. Ah oui! C'est une bonne réponse. Oui, c'est ça, c'est bon. Ah, d'accord. Ben, c'est ça. Je pense qu'au Canada, on peut porter plein de chapeaux, on peut être n'importe quoi, on s'invente. C'était très bien illustré. Tu as répondu à la question avec brio. Merci. Aldo, vous, quand vous êtes venu étudier, vous avez fait 3 ans à McGill. Oui. Et puis, vous avez décidé de rester. C'est souvent un défi ici de garder les étudiants. Ils terminent, ils ont leur diplôme en poche, pouf, ils repartent. Vous n'aviez pas de famille ici. Votre famille était en France. Vous avez créé votre propre famille ici. Vous avez choisi de rester. Et vous avez créé un empire. Ne regardez pas ailleurs. Si, c'est un empire. J'ai 3 personnes qui me font de la modestie féminine. Là. J'aime pas le mot empire. Je sais, je vous provoque là. Et les connotations d'avec empire. Je sais, c'est pour ça que je vous dis ça. Parce que je sais que vous êtes un homme très discret. Non. Si. Vous êtes un homme discret, vous êtes un homme qui ne cherchait pas forcément le spotlight, etc. Mais je voulais savoir si d'après vous, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais lui donner le titre d'empire parce que c'est probablement une des sociétés dans le domaine de la chaussure la plus importante sur la planète. Est-ce que vous pensez que vous auriez réussi ce coup de maître ailleurs? Lorsque j'ai fini... je vais répondre à cette question ainsi que la question précédente. Lorsque j'ai fini McGill, il a fallu que je retourne en France pour faire mon service militaire. C'est-à-dire que j'ai passé mes 2 ans en France pour faire mon service militaire, et puis ensuite je suis revenu ici et j'ai travaillé pour une compagnie de produits chimiques CAL, qui fait partie de ICI. Une compagnie anglaise. Et vous savez qu'en travaillant pour eux et en vivant ici, c'était le début d'abord, c'était Expo 67. Et je travaillais pour CAL. L'ambiance à Montréal, l'ambiance au Canada était une ambiance très ouverte. Et la manière dont les gens pensaient, ils ne pensaient pas localement, mais ils pensaient globalement. Et il y avait, comme vous savez, des pavillons de tous les pays, et ça a été un très grand succès que l'Expo 67. Donc, vous devez penser à ce genre d'ambiance, si vous voulez. En plus de ça, des fois, lorsque je discutais avec des gens, je disais, moi j'aimerais bien être président de CIAL. Et ils m'ont dit, jamais tu pourras être président de CIAL. Il faut que tu sois anglais, il faut que tu viennes d'une très bonne famille, tu vois, du Canada. Et les présidents de banques, les présidents des CIAL, ou de présidents de CN, ne sont pas du tout des gens comme toi. Et donc, il y avait un genre de rébellion et je me sentais à l'aise de challenger ces gens-là parce que je me disais, même si je suis français, même si je ne parle pas très bien l'anglais, je pense que je pourrais quand même être aussi bon que n'importe lequel de ces gens-là à travers le Canada. Et le Canada est ouvert. Et le Canada a besoin de ces gens-là. Et donc, il y avait un certain sentiment d'ouverture. Et je crois que l'idée de comparer à la France, c'est pas comme les Indes, mais il y a vraiment des cases. Ouais, et par exemple, si je dis, j'ai étudié à Henri IV, tout de suite, il baisse la tête et il dit « Wow, il a été Henri IV ». Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Vous savez que c'est cette ouverture d'esprit des gens, cette ouverture, cette simplicité, cette humilité des Canadiens
que j'ai trouvées qui permettaient de penser à travers le monde. Et puis ensuite, c'était, n'oubliez pas, c'était le moment, on est 67. Et pendant toutes mes études à McGill, et puis ensuite, c'était le moment de la guerre du Vietnam, c'était le moment de l'anti-impérialisme, c'était le moment de dire que ces gens-là ne sont pas gentils, ne sont pas bons, ils emploient du gaz au Vietnam orange, et donc on doit essayer d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus humain et de penser. Et donc ce que j'essayais de faire, c'était j'essayais de combiner le passé de mes parents qui étaient capitalistes, étant donné qu'ils avaient des magasins de chaussures au Maroc ou en France, avec le côté plus social et plus juste. Parce que je disais, mes parents ne sont pas des gens durs, sont des gens qui aiment, sont des gens qui aident. Pourtant, comment relier ces deux côtés, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai commencé ma compagnie, si vous voulez, je me suis entouré de personnes qui m'ont aidé à développer certaines idées de justice, certaines idées de partage, certaines idées où ce n'était pas juste une question de faire un profit, mais c'était une question d'être à la fois de penser à d'aider les plus fragiles de la société, les gens plus fragiles de la société. Donc c'était ces deux côtés-là et le côté de The moon is reachable, qu'on peut atteindre la Lune. C'est juste une question de s'entourer, d'avoir les bonnes personnes autour de nous et travailler. Alors vous avez fait ça avec brio. L'implication communautaire, l'implication sociale, pour vous, c'est central. Je pense que vous êtes un des pionniers là-dedans, d'avoir mis de l'emphase sur toutes les questions qui entourent le sida et d'autres causes, etc. Ça, c'est quelque chose qui vous vient de vos parents? Non, ça me vient vraiment du Québec, du Canada, de McGill. Toutes ces idées-là ont été développées beaucoup plus ici à Montréal et c'est un nouveau pays. Oui, exactement. Parce que c'est... Oups, désolée, je voulais juste rebondir sur le Canada, justement. Vous voyez la photo de la petite fille qui courait dans la guerre du Vietnam, elle était brûlée par les bombes. C'est le Canada qui l'a adoptée. Et c'est le Canada qui l'a soignée, qui l'a guérie et qui continue à la soutenir aujourd'hui. Et elle vit à Toronto. Donc, tout ça, voilà. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, c'est une immense intelligence de la part du Québec et du Canada que d'accueillir des gens, parce que quand on nous écoute, Aldo explique qu'il a eu envie de démontrer qu'il était aussi fort que tout le monde, qui me dit qu'elle est en rattrapage permanent. Et puis moi, je le vis comme une immense responsabilité. C'est-à-dire que le fait qu'on m'ait choisi pour venir, et puis pour, comme je le disais, participer à la gestion des fonds de tout le monde dans cette salle, donc après tout le monde saura à qui se plaindre, ça donne une immense responsabilité, donc ça donne envie de se surpasser, de faire plus. Et en fait, c'est peut-être la seule chose qui ressort, je trouve, de cet exposé qu'on vient d'avoir suite à ta question, c'est ça, c'est qu'en fait, on veut être meilleur et puis mériter d'être là, et puis de se dire, ben voilà, le Québec a bien fait de nous accueillir, de nous donner de cette chance, et nous, on va lui rendre au centuple. Donc c'est une très très grande intelligence de la part des Québécois. Je pense que je crois que tout être humain veut aller plus haut. Par contre, il y a certaines structures dans certains pays qui mettent des couvercles. Et on ne se sent pas ouvert. On ne se sent pas avoir la possibilité, alors qu'au Canada, je trouve que tout est ouvert. Toutes les chances sont ouvertes. Peut-être c'est parce que le Canada est un pays jeune, je ne sais pas.
peut-être c'est à cause de la diversité du Canada. Un monde de possibilités, finalement. Et je crois que c'est à cause de ça qui fait que les gens peuvent se surpasser. Et je crois que, je crois dans ma vie, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mentors. Et je crois que c'est très canadien en ce sens-là. La hiérarchie n'est pas aussi rigide qu'ailleurs, comme en France ou au Vietnam. Et je vous raconte une scène. Encore une fois, on était en réunion parce que le Stikeman Elliott, pour la firme pour laquelle je travaillais, Monsieur Marc Lalonde, qui était l'ancien ministre des Finances, chef de cabinet sous M. Trudeau, il est retourné en droit après la politique, et c'était lui qui a gagné, si vous voulez, le premier projet entre le Vietnam et le Canada. Et on travaillait avec les 10 conseillers privés du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme. Et là, on était autour d'une table avec des experts canadiens qui étaient surtout des anciens ministres, des anciens sous-ministres qui étaient des collègues de M. Lalonde. Et on discutait des sujets que je ne comprenais, mais que dalle. Et donc, ma seule job, c'était de prendre des notes de ce qui se passait. Et là, donc, il passait avec Monsieur A, Madame B, il faisait le tour de la table, et je ne comprenais même pas le sujet. Donc, je prenais phonétiquement la réunion, en espérant que le soir, je pouvais faire la recherche puis me rattraper. Et là, tout à coup, j'entends M. Lalonde qui me dit « Et toi, Kim, qu'est-ce que t'en penses? » Mais, alors, spontanément, je l'ai regardé et j'ai dit « Mais moi, je ne pense pas. » Et tout le monde pensait que c'était une blague, mais c'était pas une blague. C'était vraiment... et c'est même pas une phrase en français, je ne pense pas. Mais c'est pas une option. Oui, et c'est là la beauté d'un patron canadien, je crois. C'est très typique, je crois, de ce qu'on vit ici. C'est que peu importe le niveau de la personne qui est autour de la table, on est inclus. C'est très inclusif. Et c'est grâce à ce mentorat, en fait, qu'on puisse avancer. Et donc, c'est eux qui m'ont emmené d'une pierre à une autre et puis à une autre. Mais sinon, non, je ne sais même pas pourquoi j'étais là. Je ne pouvais pas faire de café parce que je prends pas de café du tout. Donc, mes cafés étaient très mauvais. Je ne pouvais pas porter de valise parce qu'ils étaient vraiment plus grands que moi. Donc, c'est eux qui portaient mes valises. Donc, ouais. Mais ça, c'est très frappant, cette hiérarchie très plate qui finalement donne la permission. De rêver. Oui, donne la permission, parce que j'ai travaillé à Paris avant d'arriver ici, et je me souviendrai toute ma vie que quand le président rentrait dans la salle, on était dans des cubicules, on se levait. Et sur le coup, je trouvais que c'était normal. Et je pense que tu ne tutoyais pas le président. Ah, jamais de la vie, et ni par son prénom. Et on se levait. Et quand je suis arrivée ici, je me rappelle, sans nommer la compagnie pour laquelle je travaillais, qui était une très grosse entreprise, un des associés avait demandé à la réceptionniste « Est-ce que je peux t'apporter un café ?» en revenant. Et j'avais l'impression d'être sur la planète Mars. Je me disais « Est-ce qu'il y a une caméra cachée? Est-ce qu'il est sérieux ?» Et il est allé lui chercher un café. Et donc, ça apporte une espèce de désir, en fait, de se dire finalement, moi aussi, je peux apporter le café à quelqu'un qui est au-dessus de moi, mais il peut m'apporter le café, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur chez vous. Mais c'est vrai. Mais moi, j'étais frappée. Mes enfants sont au lycée français d'Outremont, à Stanislas. Et à la réunion d'entrée des enfants, le proviseur a expliqué qu'il y avait 42 nationalités dans son lycée. 42, c'est-à-dire qu'il a un quart de Québécois, un quart de Français, par la force des choses, et les 50 autres % représentent 39 nationalités. Ce qui fait que quand les enfants font des anniversaires à la maison, c'est United Colors of Benetton. Il y a vraiment des gens de tous les horizons, et c'est fantastique parce qu'en fait, tous ces enfants ont en commun la langue française, et donc ils ne sont même pas capables en fait de se définir autrement que par le fait qu'ils sont mon copain. Et mon dernier fils qui a 12 ans, le jour où il fait un anniversaire, il me parlait de quelqu'un assez fréquemment, un petit garçon, etc. Et puis, le jour où il fait cet anniversaire, je lui dis « Qui est ce petit garçon ?» Et il me dit « C'est celui qui a le blouson marron. »
Et donc je regarde, et en fait, ce petit garçon avec le blouson marron, il était noir. Mais il ne me dit pas qu'il est noir, il me dit c'est le petit garçon avec le blouson marron. Et donc c'était juste ça, c'est exactement ce que tu disais à propos de la diversité. C'est-à-dire que ce n'est pas calculé, c'est complètement intégré. Et ça, c'est vraiment une chance que jamais j'aurais pu donner à mes enfants en vivant à Paris. En plus, on est quand même un peu par ghetto dans les quartiers parisiens, et donc jamais j'aurais pu donner cette chance-là. Et toi, Nathalie, en fait, avant ton immigration au Canada, tu as déjà vécu une autre immigration assez audacieuse, du reste, parce que tu étais enceinte de ton premier enfant lorsque tu as accepté une mutation à La Réunion, si je ne m'abuse. Oui, dans l'océan Indien, effectivement. Donc, et là, c'est amusant parce que j'ai toujours fait les choses vraiment par instinct et par intuition, et je touche du bois, pour l'instant ça m'a plutôt porté. Et quand je suis partie à La Réunion, je suis partie pour être directeur financier dans une banque, et tout le monde m'avait dit oh là là, ça va être terrible, tu vas pas t'en sortir parce que tu seras comme l'œil de Moscou, donc tu n'y arriveras pas. Et j'ai été remarquablement accueillie parce que La Réunion, paradoxalement, alors que c'est une île extrêmement lointaine, d'ailleurs je ne sais même pas si tout le monde la localise vraiment, c'est une île qui est à peu près à 200 km de l'île Maurice, hein, donc c'est effectivement très loin d'ici. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à mes copains que je partais cette fois au Québec, ils m'ont tous dit, tu sais que c'est pas le même climat. Donc, et je vous le confirme, ça n'est pas le même climat. Mais enfin, il y a un point commun, c'est que La Réunion porte bien son nom parce que c'est une île sur laquelle il y a beaucoup de communautés. Il y a une communauté chinoise très importante, il y a une communauté d'Afrique très importante, il y a une communauté d'Indiens très importante, en particulier ce qu'ils appellent les Arabes avec un Z, qui sont en fait les Indiens musulmans du nord de l'Inde. Et puis, évidemment, il y a forcément des Français et puis des Réunionnais de souche qui sont là depuis plusieurs générations. Et quelque part, c'est ça qui est amusant, effectivement, c'est qu'à 18 ans d'intervalle, il y a des émotions que j'ai retrouvées ici. Donc, vous allez voir, vous voyez, ça se loge effectivement dans des choses qui sont très intimes et très personnelles parce que le décor est assez différent, mais en revanche, cette ouverture, cette capacité en fait à vivre ensemble et à reconstituer en fait des choses qui vont au-delà des origines ethniques et comme vous le disiez, Aldo, tout ça n'est pas calculé, les gens se sont retrouvés là parce que souvent ils ont accepté de faire ce pari, de sortir de leur zone de confort, comme on me disait tout à l'heure, qui est effectivement, je pense, quelque chose d'important quand on fait l'expérience d'une sortie effectivement de son territoire, de ses habitudes, de sa routine. Ça offre énormément en retour, c'est-à-dire que effectivement le point commun que je trouve entre ces deux expériences-là, c'est que peut-être c'est dans mes 20 dernières années les deux expériences qui me marquent le plus sur le plan personnel, sur le plan des émotions, sur le plan aussi de la capacité à se remettre en cause, à se dire, voilà, au début, moi, quand je suis arrivée, tout le monde me disait, bon, tu sais, ici, donc déjà, il a fallu que je me mette à tutoyer tous les gens autour de moi. Alors, ça, je n'avais pas du tout été habituée à ça. Ça a été un peu une... Oui, parce que non, je trouve ça maintenant très facile. D'ailleurs, maintenant, quand je vais à Paris, je tutoie tout le monde. Donc, je vois bien que les gens trouvent ça un peu étrange, comme quoi je me suis très vite adaptée. Mais ça a été une première chose. Et puis, le mode de management est très différent à la française. C'est-à-dire, c'est un mode de management effectivement plus basé sur la hiérarchie, sur la discipline. Et moi, je suis assez directe dans ma manière de m'exprimer. Donc, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu fais des mails peut-être un peu courts. Parce que donc, j'allais assez vite dans les directions. Et donc, mais c'est des tout petits ajustements, mais qui, moi, m'apprennent énormément sur moi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2 ans, alors que j'ai 50 ans, hein, donc j'étais déjà très installée, très établie, ça m'a donné comme une sorte de bouffée d'oxygène et de jeunesse. C'est-à-dire que j'ai l'impression, un peu comme dans ce que tu disais, ce temps circulaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de début, pas de fin. C'est le thème, vous savez, de ce film hein, de Denis Villeneuve, là, exactement. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée quand j'ai vu, parce que je me suis dit que voilà, ça m'avait redonné comme une sorte de vie supplémentaire. Tu sais, un peu comme dans les jeux électroniques, quand tu as perdu, cette vie, tu as été au bout. Là, voilà, moi j'ai acquis ça, et puis il y a plein de gens avec qui je travaille dans la salle qui sont venus me soutenir aujourd'hui, et pour moi c'est très important. Et donc ça c'est ce qu'on peut s'offrir quand on veut jouer ce jeu de la diversité. Ouais, bravo, tu manques pas d'audace.